Bonjour et bienvenue dans ce webinaire destiné à vous présenter les nouveautés et améliorations de BO 2022. Alors, comment ça marche? Petit rappel, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin du webinaire et vous aurez là aussi la possibilité de revoir ce webinaire en replay. Donc, nous allons pouvoir détailler plusieurs points de BO 2022, mais vous aurez la possibilité d'avoir accès à des webinaires plus techniques dans les semaines qui arriveront. Et en intervenant, nous avons le plaisir d'avoir Julien Bongard et Gilles Montigny pour vous présenter toutes les nouveautés. L'idée de ce webinaire, bien sûr, c'est de vous présenter les nouveautés inhérentes à cette nouvelle version qui est sortie. Donc, la release est sortie le 21 décembre sur la plateforme Exchange, à laquelle vous avez tous accès. Et l'idée aussi, à travers ce webinaire, il y a une petite mise à jour. Il y a eu pas mal de nouveautés, EBO, bien sûr, mais également sur la partie produits connectés. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser la présentation qui sera mise à votre disposition pour en même temps balayer les différentes nouveautés. Vous allez bien sûr retrouver des choses propres à la solution qui n'ont pas évolué, mais voilà, l'idée c'est que vous ayez un support vous permettant de présenter l'ensemble de l'offre aux partenaires, enfin à vos clients, qu'ils soient bureaux d'études, installateurs, etc. Petite précision sur quelques principes propres au webinaire, principes pratiques. Tout d'abord, si vous souhaitez poser des questions, bien sûr, on vous invite à passer par le chat, comme vous pouvez le voir en bas de votre écran. Bien sûr que vous aurez une réponse à l'ensemble des questions. On va essayer de répondre au maximum de questions pendant ce webinaire. Et si jamais on n'avait pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, on vous fera parvenir un mail avec l'ensemble des réponses aux questions qui ont été posées. Bien sûr, ce webinaire est enregistré et sera accessible à tout moment. Il sera déposé, je pense, sur l'espace PRM auquel vous avez accès également. Et enfin, si jamais vous avez une petite problématique de son, sachant que le logiciel Webex a tendance à connecter le son sur le deuxième écran, si vous en avez un deuxième de connecté, je vous invite à vous rendre sur cette petite icône et vérifier dans la connexion son que le bon périphérique est bien sélectionné. Concernant cette présentation, donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser le support général de l'offre EcoStruxure Building Operation dans son ensemble. Et donc, on va retrouver différentes thématiques. Tout d'abord, on va passer en revue rapidement le contexte propre au marché du bâtiment dans son ensemble, le contexte réglementaire aussi, puisqu'il y a eu de grosses évolutions et qui vont fortement impacter ce marché et qui, du coup, nous ont amené à développer certaines évolutions qui vont vous être présentées. Enfin, faire un petit rappel des segments ciblés, les principaux segments ciblés avec cette offre. On va voir aussi rapidement quels sont les 4 piliers du Smart Building retenus par Schneider Electric. Et enfin, sur cette partie, on va dire plutôt générale par rapport à l'offre, rappeler les principales valeurs d'usage des constructures et puis bien sûr l'architecture. Et puis derrière, on va se rentrer un peu plus dans le détail de l'offre à travers les 4 piliers de BO. On va revoir les différentes composantes et architectures, et c'est là notamment à travers toute cette partie-là qu'on va voir toutes les nouveautés de cette solution EBO 2022. Et puis enfin, rapidement, on balayera les outils qui sont à votre disposition, les différentes vidéos promotionnelles auxquelles vous avez accès et que vous pouvez partager avec vos clients. Concernant les intervenants, tout d'abord, moi-même, donc Julien Bongard de Vaudelot, responsable marketing bâtiment connecté. J'ai en charge notamment toute la partie, donc vous rappelez tous, de l'architecture et construction, avec les produits, la couche base produits connectés, qui est d'ailleurs gérée par Gilles, qui va intervenir à plusieurs reprises lors de cette présentation. Vous avez la couche outils de contrôle, donc qui me concerne directement avec toute la partie logicielle. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle l'OBO, mais on va retrouver Enterprise Server, les Automation Server. Et puis, on va retrouver également la couche interface homme-machine. Et puis, savoir également que j'ai en charge la partie Security Expert, donc notre offre de contrôle d'accès. Et puis, je serai accompagné donc, de Gilles Montigny, qui lui s'occupe de cette partie couche produits connectés. On va retrouver bien sûr tout ce qui est capteur actionneur et puis l'Inside Sensor qu'on va vous évoquer, le nouveau capteur multifonction, la partie CRS, RPC, MPC, sur lesquels il y a également de nouvelles évolutions. On attaque tout de suite par le contexte. Et tout d'abord, l'idée à travers EBO 2022, c'est de répondre aux nouveaux défis du bâtiment. Plusieurs défis. Tout d'abord, bien sûr, concernant le marché, petit rappel, c'est un marché qui est extrêmement porteur, le bâtiment.
On prévoit encore une grosse évolution, alors ça c'est des chiffres, on va dire, mondiaux, mais de gros investissements sur cette partie bâtiment, puisqu'on va passer de 102 milliards de mètres carrés en 2021 à 124 milliards en 2029 sur cette projection. Concernant les défis, les défis sont de taille puisque aujourd'hui 40% des émissions mondiales de CO2 proviennent des bâtiments. En France, aujourd'hui, c'est 45% de la consommation globale qui est réalisée à destination des bâtiments. Donc, c'est vraiment un véritable, il y a un véritable levier de travail, on va dire, pour diminuer ces consommations énergétiques et puis, bien sûr, diminuer l'empreinte carbone qui est inhérente. Et cette empreinte carbone, rappeler que ces émissions de gaz à effet de serre ont bien sûr pour conséquence un grand nombre de catastrophes naturelles. Et qu'en plus, quand on fait un peu le bilan de tout ça, on s'aperçoit que 30% de l'énergie consommée par les bâtiments est gaspillée. Donc, il y a véritablement un enjeu de taille pour réduire ces consommations énergétiques, réduire notre empreinte carbone à travers une meilleure gestion et une optimisation du fonctionnement des bâtiments. Concernant la réglementation, justement, cette réglementation va dans le sens de ce qu'on vient de dire par rapport à ce fameux contexte. Deux réglementations importantes à retenir. Le décret BACS, qui, lui, a une portée européenne et qui, donc, va concerner tout propriétaire de chauffage ou de clim d'une puissance supérieure ou égale à 290 kW, de mettre en place un système de GTB d'ici 2025. Pour rappel, le décret BACS s'appuie sur la norme EN 15232, EN 15232 qui définit des classes de GTB qui vont de la classe D, la moins performante, à la classe A, la plus performante. Donc, EBO permet de répondre à la classe A, bien entendu. Après, il faut juste retenir que pour avoir une GTB de classe A, il faut que, bien sûr, la solution de GTB le permette, mais il faut également que les installations génie climatique et génie électrique permettent d'atteindre ce niveau de performance. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, on va retrouver sur la partie chauffage, par exemple, la rubrique chauffage de cette norme EN 15232. Pour avoir une GTB de classe A, si on prend en scope la partie distribution hydraulique, il faut que les pompes soient à débit variable. Et donc, à partir de là, vous voyez bien que là, c'est directement lié aux installations génie climatique et ce n'est pas forcément propre à la solution de GTB en place. Donc, c'est ça qu'il faut quand même retenir. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, on peut prendre le temps d'y répondre. Alors, plus en dehors de ce webinaire, bien sûr. Donc, soit vous contactez votre commercial, soit vous pouvez faire directement appel à moi et on peut prendre un moment pour échanger sur le sujet. Et donc, ce décret BACS, c'est clairement un objectif de moyen qui va permettre d'atteindre un objectif de résultat, des objectifs de résultat même, qui sont fixés par le décret tertiaire. Le décret tertiaire nous dit quoi? Nous dit que tout bâtiment tertiaire d'une surface supérieure ou égale à 1000 m², seuil qui va d'ailleurs certainement être revu à la baisse, tous ces bâtiments devront donc réduire leur consommation de 40, 50, 60% respectivement d'ici 2030, 2040, 2050. Ça va se passer comment? Ça va se passer déjà par la définition d'une année de référence, donc c'est tout le travail qui est en cours. Et cette consommation d'année de référence, en gros, on va prendre l'année la plus consommatrice sur les 10 dernières années et on va remettre ce niveau de consommation, ces consommations, à l'ADEME via leur plateforme Opérate, manuellement dans un premier temps, les données doivent être renseignées d'ici septembre 2022 et à partir de, par contre, janvier 2023, il sera possible de pousser directement ces données de consommation via un API sur la plateforme Opérate. Et donc, une fois que ce bilan est réalisé, enfin, l'idée, c'est de mettre en place différents plans d'action pour atteindre les objectifs qu'on a évoqués juste avant. Et donc, il va y avoir 3 types de plans d'action. La livraison de projets à fort et rapide ROI. Donc là, typiquement, ce sera la mise en place de GTB plutôt simple, light, et ne pas oublier qu'on est quand même dans des bâtiments occupés, donc on va pas mal utiliser de solutions sans fil dans ce type de projet, dans ce type de plan d'action. Et puis après, on va avoir des projets avec des investissements lourds, voire très lourds, où là, on aura de gros travaux de rénovation pour reprendre toute la partie isolation notamment.
Et donc là, on pourra se permettre de rester sur des solutions, on va dire, traditionnelles, telles que EBO. Julien, Oui. on a juste un souci par rapport à ton partage d'écran. Est-ce que tu pourrais le refaire, s'il te plaît? Merci, c'est parfait. Donc voilà pour ce qui est de la partie réglementaire. Maintenant, concernant les segments concernés, alors c'est vrai qu'on a toujours mis l'accent en France sur la partie real estate et santé, hôpitaux. On a bien sûr des projets récurrents sur tout ce qui va être bâtiments administratifs publics et collectivités. Ne pas oublier que cette solution peut tout à fait convenir également pour la partie, ce qu'on appelle retail, donc c'est tout ce qui va être commerce. Également pour les usines et plateformes logistiques. Quand je parle d'usine, on ne parle pas du process, bien entendu. Là, on a l'offre modicone de mes collègues de chez l'industrie, qui est tout à fait appropriée, mais on parle bien de la partie utilities, et donc tout ce qui va traiter de la production de chaud, de froid, la distribution et le traitement d'air, peut tout à fait être traité par la solution EcoStruxure Building Operation. Et puis enfin, la partie logement collectif. Donc, quand on parle de logement collectif, on est d'accord, on parle de l'infrastructure, des parties communes, sachant que pour la partie logement, on va avoir notre offre Wiser, par exemple. Mais la solution LBO convient tout à fait à la partie infrastructure. Rapide rappel des 4 piliers que nous sommes fixés chez Schneider Electric concernant le smart building. Donc, ces 4 piliers sont les suivants: l'hyper-efficacité d'une part, la résilience, la durabilité et l'aspect humain. L'hyper-efficacité, ça passe bien sûr par l'automatisation des opérations, par le contrôle et l'analyse en temps réel, et par la mise en place d'outils qui permettent justement de contextualiser un grand nombre de données et de permettre une prise de décision facile, rapide et efficace. La résilience, elle se fait à plusieurs niveaux avec EBO. Le premier niveau de résilience, je dirais qu'il se fait au niveau déjà de ce principe d'architecture décentralisée, où finalement l'intelligence est au plus proche de l'équipement. Ce qui fait qu'en fait, quand on va avoir une coupure du réseau IP, par exemple, il n'y aura pas d'incidence sur le fonctionnement en tant que tel. Deuxième point important avec la solution EBO, comme vous le savez, avec l'entreprise, une fois qu'on a un enterprise server, et donc on va rattacher les différents automation serveurs dessus, on est capable de mettre en place des sauvegardes complètes et automatiques de l'ensemble de la solution d'automatisme. Et ça, c'est extrêmement important, d'autant plus quand on va se diriger vers des smart buildings, on va mettre de plus en plus d'intelligence dans les automates et qui va demander, par contre, pour atteindre ces fameux objectifs de réduction de consommation, ça va demander un gros travail d'exploitation. Et ce qui peut se passer typiquement avec d'anciennes solutions ou d'autres solutions, c'est que quand on perd un automate, on perd bien sûr le programme qui est dedans et on va perdre tout le travail d'optimisation qui a été réalisé. Et donc là, l'idée, c'est soit on se retrouve à devoir charger une sauvegarde, dans le meilleur des cas, de la dernière visite de maintenance ou celle du DOE, si on le retrouve. Là, avec EcoStruxure Building Operation, on a les sauvegardes de la veille. Au pire, au maximum, on a 24 heures de perte d'exploitation, ce qui est quand même assez limité. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir recharger facilement et rapidement une sauvegarde de la veille. Et c'est ce qu'on peut faire avec cette solution. Pour la partie durabilité, c'est plus dans une approche un peu plus globale avec l'ensemble des solutions EcoStruxure, enfin l'ensemble des solutions EcoStruxure, oui. Donc, que ce soit bien sûr EBO, mais vous allez retrouver PME, vous allez retrouver Microgrid Advisor. Et en fait, l'idée chez Schneider Electric, c'est de proposer, en tout cas, l'idée, c'est bien sûr, ça fonctionne par système de briques. Les solutions Schneider Electric sont bien sûr facilement interopérables entre elles, mais elles fonctionnent toutes sur des protocoles ouverts, donc peuvent communiquer avec d'autres systèmes tiers. Mais l'idée, c'est d'être en mesure de proposer tout au long de la chaîne et du cycle de vie du bâtiment des solutions qui permettent de réduire significativement ces émissions de CO2 et de rendre le bâtiment plus durable. Et puis enfin, l'aspect humain, c'est plutôt à travers une approche servicielle. Et donc, comme on va le voir, on avait déjà la solution typiquement Engage qui permettait de piloter son confort depuis le smartphone, par exemple. En tout cas, ça va être tous les outils qui seront mis à disposition des collaborateurs pour leur permettre d'être plus impliqués, d'avoir accès à un grand nombre de services au sein de leur bâtiment. Donc, la partie Engage permet de piloter, on va dire, le confort de base, température, éclairage tard. Et puis, on peut enrichir cette plateforme
pour offrir tous les services que souhaiterait retenir le client à travers des solutions de partenaires. Mais l'idée, c'est de fédérer tout ça au sein d'un même applicatif. En ce qui concerne les valeurs d'usage et les infrastructures, on retrouve toujours, bien sûr, l'idée d'accéder de plus en plus d'informations, puisque à partir du moment où on veut avoir un bâtiment extrêmement performant, il va falloir recueillir un grand nombre de données. Et recueillir un grand nombre de données ne suffit pas. Il va falloir être en mesure de la contextualiser, de fournir les bons outils pour opérer cette donnée et pour effectuer les bonnes analyses et mettre en place les bons plans d'action. Ça va passer bien sûr par une forte interopérabilité, mais qui dit interopérabilité dit cybersécurité, et ça aussi, ça fait partie des nouveautés des constructions de EBO 2022 qu'on va voir juste après. Et puis enfin, surtout après le contexte Covid qu'on a connu ces dernières années, l'une des problématiques des gérants de sites, des gestionnaires de sites, c'est de rendre leur bâtiment attractif et de faire revenir les collaborateurs qui, jusque-là, ont beaucoup travaillé en télétravail, ont pris certaines habitudes. Et donc, voilà, se posent de nouvelles problématiques, notamment comment faire revenir les collaborateurs au sein de l'entreprise, au sein du lieu de travail. Donc, la fameuse architecture éco-structure, hein, qui est applicable à l'ensemble des activités du portefeuille de Schneider Electric, hein, que ce soit data center, industrie, infrastructure ou building. Et donc, on va retrouver bien sûr la partie produit connecté. Ce qu'on va passer plus de temps, bien sûr, aujourd'hui sur la partie Edge Control et notamment EcoStruxure Building Operation. Et enfin, il y a également la partie App Analytics. Et ça, ma collègue Julie Velardi vous fera certainement une présentation prochainement de cette solution, des évolutions qu'il y avait pour Building Advisor, notre solution de maintenance prédictive. En ce qui concerne EBO 2022, EBO se repose toujours sur les mêmes 4 piliers qui sont l'ouverture, la sécurité, l'évolutivité et la partie digitale. En ce qui concerne l'ouverture, on va avoir des nouveautés. Donc sur la partie terrain, on va toujours retrouver bien sûr le Modbus, le LAN, le BACnet, KNX et Zigbee pour la partie KNX et Zigbee pour la partie RPC notamment. Le Zigbee qui peut être également plugué sur un AS. Mais on va retrouver un nouveau protocole, enfin une évolution d'un protocole, du protocole BACnet, qui va être le BACnet Secure. Et qui, si aujourd'hui est peu déployé, il est essentiellement demandé sur des projets défense. Il va de soi que demain, dans la mesure où aujourd'hui le BACnet est le protocole standard du bâtiment, est devenu le protocole standard du bâtiment, son évolution, le BACnet Secure, sera le nouveau standard. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail après. On va retrouver bien sûr sur la partie, donc ça c'était la partie OT, sur la partie IT, on va retrouver bien sûr la partie web service à travers le Smart Connector. Et vous allez voir avec Gilles sur le nouveau RPC une évolution concernant cette partie web service. On va retrouver le MQTT qui a été livré avec une première brique qui était la fonction publish avec EBO 3.2. Aujourd'hui, le MQTT est totalement finalisé avec EBO 2022, puisqu'on a la fonction publish, toujours bien sûr, mais on a la fonction subscribe également, qui permet de récupérer de la donnée. Et puis, petit rappel sur l'intégration du protocole SNMP V3, protocole SNMP qui est le protocole, on va dire, de supervision du monitoring des équipements IT et des infrastructures réseau. Donc, l'idée, c'est qu'un automation server, un enterprise server connecté sur ce réseau peut être monitoré et les DSI peuvent avoir accès à ces informations de taux d'usage de CPU, la mémoire, occupation de la mémoire, etc., etc. En termes d'ouverture, on va retrouver toute la partie base de données. Base de données mise à disposition sur base de données ouverte via l'outil Timescale qui va pousser les données récupérées sur les différents AS ou l'enterprise server vers PostgreSQL qui lui sera capable de mettre ces données à disposition sous format SQL, MongoDB, enfin tout type de base de données ouverte. Et derrière, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que vos clients, nos clients puissent, à travers leurs outils, on va dire corporate, tels que Power BI, que beaucoup d'entreprises ont déployé à travers leurs différents collaborateurs, qu'ils puissent utiliser ces outils corporate pour créer leur propre dashboard en récupérant ces données sur ces bases de données mises à disposition par Timescale PostgreSQL. Et puis enfin, la partie API et SDK du Smart Connector qui
va permettre, c'est vraiment un SDK, donc un kit de développement, c'est-à-dire que vous avez à la fois la petite couche interopérabilité standardisée pour se connecter à la solution EBO, mais ça permet également à des partenaires de venir directement coder dedans pour cibler les différentes données qu'ils souhaitent récupérer et la manière dont ils souhaitent le faire. Et donc, il faut savoir qu'il y a une plateforme qui s'appelle Exchange, la même que la vôtre pour la partie base documentaire, mais elle porte le même nom, mais c'est une autre base, je pourrais vous en donner le lien, où vous avez accès aux différents connecteurs qui ont déjà été réalisés et qui sont commercialisés par des partenaires, au même titre que vous pourriez retrouver des applicatifs sur les plateformes de Google ou Apple, type Apple Store. On parlait de BACnet Secure. Donc, petite précision, c'est une première implémentation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le BACnet Secure va fonctionner avec cette nouvelle version. Par contre, aujourd'hui, on a la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle un hub tiers pour sécuriser les échanges d'informations. L'idée, c'est qu'avec la prochaine release qui sera disponible fin d'année 2022, cette fonctionnalité de hub soit directement intégrée dans l'AS et dans l'ES. Ça va marcher bien sûr à travers l'encryptage des données sous le format TLS 1.3, à savoir qu'on était avant en TLS 1.2, là on est passé sous le nouveau format. TLS 1.3 ne va pas tant optimiser la partie sécurité, mais elle va optimiser la manière dont deux équipements vont échanger. Et donc, ça va rendre ces échanges plus rapides. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, sachant que on va le voir par la suite. Vous allez avoir les équipes de Pascal Jouot qui vont revenir sur chacun des gros éléments soft, la manière de les implémenter, à travers différentes vidéos qui vont vous être mises à disposition. Alors, vous allez avoir plusieurs livraisons, une sous 2 semaines, une autre sous 1 mois et une autre sous 1 mois et demi. Donc, vous allez avoir plusieurs packages et on verra l'ensemble à la fin de cette présentation. On verra l'ensemble des modules qui vous seront présentés. Mais le BACnet Secure en fera partie et comment implémenter le BACnet Secure. Autre chose importante aussi, c'est l'implémentation du référentiel BRIC. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, pourtant, c'est d'une grande importance sur tout ce qui va être approche multisite et si demain on se dirige vers, on va dire, vers la Smart City. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, jusque-là, quand on programme un automate, on a la possibilité de nommer les points comme on souhaite. D'un automaticien à l'autre, les habitudes changent. Et alors, hormis sur les gros projets où depuis quelques années, on met en place une nomenclature, mais pour autant, même sur ces gros projets, finalement, d'un gros projet à un autre, même quand c'est pour le même client, souvent, on se retrouve avec des nomenclatures différentes. Et là, ça devient compliqué, notamment quand le client souhaite retenir des solutions cloud, des solutions, typiquement, on va donner un petit exemple de monitoring énergétique, par exemple, des solutions de Lipkey, Citron ou autres, et qui souhaitent récupérer des informations de consommation énergétique sur différents sites. La problématique va être que, en fait, ils ne pourront pas lancer de moulinette depuis leur soft puisque chaque point de consommation énergétique est nommé différemment d'un projet à un autre. Et du coup, ça devient très compliqué à mettre en place ce type de solution. Alors, quand il y a quelques données de consommation énergétique, ça va bien. Mais si demain, on peut imaginer d'autres solutions, typiquement des solutions de jumeaux numériques, des solutions de microgrids, etc. Et ça va devenir extrêmement long et coûteux de connecter ces solutions cloud à différentes GTB tant qu'il n'y a pas de référentiel commun. Et l'idée à travers ce référentiel BRIC, c'est de proposer une standardisation à la fois du nommage des différents points, en passant par les unités de mesure, en passant par les types de points, typiquement, j'en sais rien, température, pression, hygrométrie, en passant par les types d'équipements, que ce soit des capteurs actionneurs, des sondes, des vannes, que ce soit également au niveau des équipements, des centrales d'air, des chaudières, des pompes froides, etc. Donc, tout va être standardisé, et y compris même la représentation, ce qu'on va appeler en ontologie, la représentation du bâtiment. Donc, demain, on peut imaginer que donc, le client retienne une solution cloud et veuille se connecter sur 2 GTB qui intégreront ce référentiel BRIC. Et du coup, il n'aura aucun mal à retrouver l'information de température
température de soufflage, la CTA1, qui se trouve dans le bâtiment A et qui traite la zone du rez-de-chaussée du premier étage. Si les deux bâtiments sont conçus de la même manière, le nommage sera exactement le même, la manière d'y accéder est exactement le même, et c'est un peu ce que vous voyez sur cette représentation graphique. Ça va faire l'objet d'une licence à travers BO 2022, mais ce sera quelque chose qui sera du coup complètement implémentable. Sur la partie sécurité, on a pas mal insisté là sur la partie interopérabilité. Donc, comme on vous le rappelle à chaque fois, l'interopérabilité, c'est extrêmement important pour proposer plus de services à nos clients. Par contre, il ne faut pas que cette interopérabilité constitue des failles de sécurité, puisque nous sommes quand même garants des process et de la sécurisation des données de nos clients. Et donc, l'idée, c'est qu'à travers EBO 2022, on soit conforme aux attentes que peuvent avoir les DSI de nos clients. Et donc, il faut quand même rappeler qu'on suit la norme dans le développement de BO, on suit la norme IEC 62443, qui, une des principales choses à retenir, c'est que dans cette norme, en gros, on décrit la manière dont doit être développé un produit tout au long de son cycle de vie, ce qu'on appelle le cycle de vie sécurisé de développement de produit. Et donc, c'est ce qui est suivi par Schneider Electric dans le développement de ces différents produits, que ce soit d'ailleurs pour la solution OBO, mais c'est la même chose pour la partie Modicon. Autre chose à retenir, cette norme IEC 62443, c'est la norme qui est retenue par l'ANSSI et sur laquelle se fondent leurs normes CSPN pour les parties certification de produits. Je ne vous passerai pas en revue l'ensemble des politiques de cybersécurité qui sont implémentées avec EBO 2022 parce qu'elles sont nombreuses. Par contre, je vous partagerai le document à jour, parce qu'à chaque version, on met à jour ce document qui récapitule l'ensemble des règles de cybersécurité qui sont implémentées dans la solution, à quelle version elles ont été implémentées. Et puis, sur la deuxième couche, c'est un document qui est vraiment bien fait puisque vous allez revoir l'ensemble des composants de la solution, sur Enterprise Central, Enterprise Server, Automation Server, etc., etc. Et quels sont tous les services inhérents à chacune de ces composantes et sur quel port ils communiquent. Et donc ça, comme vous avez de plus en plus d'échanges avec des DSI, j'imagine, puisque de plus en plus on se retrouve à avoir nos solutions qui ne sont plus sur un réseau dédié GTB, mais plutôt alors sur des VLAN dédiés, mais sur une infrastructure physique du client. Et donc, on se retrouve à de manière récurrente ce type d'échange avec les DSI pour savoir comment communiquent nos systèmes, quelles sont les règles de cybersécurité, etc. Donc, tout est recensé à travers ce document que je vous partagerai. On a vu qu'effectivement, côté cybersécurité, on a implémenté cette partie BACnet Secure. Et puis, on va voir là, juste après, on a également intégré la partie, la fonctionnalité Secure Boot au sein des Automation Servers. Ça, c'est la grosse nouveauté. C'est la même composante que vous allez retrouver sur vos PC, en tout cas sur les PC qui permettent de faire la mise à jour officielle de Windows 11, par exemple. Ça, c'est une des conditions, un des prérequis pour pouvoir faire cette mise à jour. Si vous avez tenté de la faire, vous est demandé d'avoir le Secure Boot activé sur votre PC. Et puis, on va retrouver des choses là qui ne sont pas de l'ordre de la cybersécurité, mais plus de l'ordre de l'interopérabilité et facilité de connexion. Vous saviez que vous aviez déjà la partie Active Directory depuis longtemps qui était utilisable avec EBO et qui donc va permettre de se connecter sur le répertoire de la société, du client, pour définir les droits d'accès, etc. Donc, en gros, ça permet d'éviter de recréer des identifiants et mots de passe spécifiques. Et l'utilisateur final va pouvoir utiliser les mêmes identifiants et mots de passe que ceux fournis par son entreprise. Et puis, maintenant, on a rajouté avec EBO 2022 la partie CML 2.0 qui va permettre une authentification unique qui fait que quand il va se loguer sur son PC, sur son Windows, il va avoir accès déjà au sein de son entreprise aux différents applicatifs. Maintenant, ça marche de plus en plus comme ça, mais il pourra également avoir accès à la solution EBO sans avoir à se reconnecter. Ça, c'est un peu intéressant. En ce qui concerne l'évolutivité, je vais passer rapidement parce que vous le connaissez tous. L'idée à travers EBO, c'est qu'on soit capable de gérer du petit bâtiment, du grand bâtiment et du multi-site. Et on va avoir, comme on l'a vu, à travers le fameux contexte réglementaire, on a fait évoluer la solution, notamment sur toute la partie Automation Server, pour proposer différentes versions d'Automation Server, être au plus près du besoin client et du coup être plus compétitif et être capable d'adresser mieux ces petits bâtiments qu'on ne le faisait jusque-là. Mais donc, comme toujours, on peut avoir une installation pour les petits bâtiments avec juste des SmartX controllers qui remontent sur un SmartX serveur.
et qui peut faire office de point de connexion et d'outil de supervision, puisque il est capable d'embarquer les vues graphiques, les alarmes, les archivages, etc. Et puis, on est capable de faire grossir dans le cas d'une extension, par exemple. Donc ça, je passe rapidement. Vous le connaissez tous par cœur. Et derrière, on va retrouver potentiellement dans une grosse approche multisite, puisqu'on peut déjà faire du multisite avec un enterprise server, mais dans une grosse approche multisite, on peut y faire un enterprise central et augmenter la capacité de l'installation à 2500 automation servers. Petite précision concernant l'entreprise centrale, je ne sais pas si vous en avez déjà posé, mais jusque-là, on avait un système de licence c'était 1, 5, 10. Donc, en gros, on a une entreprise centrale, on peut monter un enterprise serveur ou jusqu'à 5 enterprise serveurs ou 10 enterprise serveurs. On a rajouté une licence qui permet de rajouter par deux enterprise serveurs. C'est une petite précision. Pour l'aspect digital, il y a de belles évolutions sur OBO 2022, notamment sur toute la partie widget. Donc, vous reconnaissez peut-être sur le bas du smartphone, diagramme de Sankey. Donc, pas mal d'évolutions sur cette partie contextualisation de la donnée pour être toujours collé un peu plus près des standards actuels qu'on va retrouver sur les nouvelles solutions digitales. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est toujours de permettre d'optimiser l'installation, d'offrir des outils toujours plus performants et permettre d'accroître l'efficacité du bâtiment. Concernant les composantes d'architecture IP, donc ça c'est pareil, je ne vous apprends rien, on verra un petit peu les nouveautés à travers tout ça, et notamment sur cette partie-là. Et puis Gilles interviendra sur cette partie Inside Sensor et quelques nouvelles composantes de la partie produits connectés avec disponibles cette année. Rapidement, les architectures, toujours pareil, les architectures sur la partie IP, on est sur une solution full IP, on est capable de faire du daisy chain avec boucle FTP ou directement en étoile. Pour rappel, on a dans l'offre, donc côté industrie, des switches manageables, Polycon switch, manageables ou non d'ailleurs, qui sont à votre disposition, sachant que derrière, par contre, pour tous les switches, on va dire d'étage, là, vous avez accès à des prix intéressants puisque nous sommes partenaires de Cisco. Donc, vous avez accès à des remises sur ces produits-là. Donc, sur la partie SmartX Server, tout le monde connaît les ASP qui permettent de remonter, alors on les a en version avec LON ou sans LON, mais qui permettent de remonter du BACnet MSTP, du LON FT10, suivant, voilà, si on est avec LON, sans LON, du MBus RTU, du Modbus TCP, du BACnet IP, etc., etc. Là-dessus, pas de gros changements. Là où on va par contre prendre un peu plus de temps, c'est sur cette partie-là. À savoir qu'avec EBO 2022, on a changé le système de licence au niveau des automates. Avant, vous aviez un automate qui faisait tout. La problématique, c'était que pour des gros projets, pourquoi pas. Par contre, pour adresser des petits bâtiments, c'était compliqué parce qu'en gros, c'était un peu comme prendre la Porsche pour aller chercher le pain. Ce n'est pas forcément très intéressant. Et donc, vous aviez une solution extrêmement fournie, complète, mais finalement, vous aviez besoin que de 3 fonctionnalités. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de proposer aujourd'hui un système qui vous permette de mettre en place des automation servers, mais y compris sur des petits bâtiments, quand il y a peu de points à traiter ou peu de produits connectés à remonter. Et donc, vous allez avoir 2 types. Vous allez avoir le premier type d'automation server, c'est ceux que vous connaissez aujourd'hui, les automation standards, donc ASP ou ASP-NL. Et donc, l'idée, c'est que derrière, vous allez soit pouvoir leur charger une version type 3.2, soit pouvoir leur charger une version EBO 2022 qu'on va appeler non-secure boot. Et donc, vous allez avoir 4 types de licences, la version standalone, la version standard, la version enhanced et la version full. Qu'est-ce qui va changer entre ces versions? La première chose, c'est est-ce que mon AS va être un automate isolé dans un bâtiment, typiquement sur un petit bâtiment qui fonctionne tout seul, ou est-ce que je vais avoir un AS au milieu d'un écosystème d'automation server et je vais avoir un enterprise server au-dessus? S'il n'y a pas d'entreprise server au-dessus, la version, souvent ça va être pour un petit bâtiment, et la version standalone peut faire l'affaire, à savoir qu'il faut retenir une chose, c'est que derrière, vous allez pouvoir plugger jusqu'à 6 modules d'entrée-sortie, et que vous allez pouvoir mettre jusqu'à 10 produits connectés. Dans les 10 produits connectés, vous avez le listing de qu'est-ce qui est considéré comme produit connecté ici, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, les modules, bien sûr, d'entrée-sortie ne sont pas considérés comme des produits connectés. Les produits connectés qui pourraient être
raccordés derrière un MPC ou un RPC ne sont pas considérés comme des produits connectés pour l'AS. Et quand vous avez un automation server qui est dans une base LON, ce ne sera pas comme les produits les produits LON de cette base ne seront pas considérés comme des produits connectés. Par contre, si vous êtes raccordé, on va dire de manière traditionnelle, à un AS avec des produits LON juste derrière, sans passer par une base NL, là, ce sera considéré comme des produits connectés. Donc, ce qu'on va appeler LONWorks. Et puis, donc, après, vous allez avoir la deuxième version d'AS, qui sera la nouvelle version d'AS, qui va devenir le standard. Hein, d'ici quelques années, on arrêtera les AS que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, la nouvelle version d'AS qui sera les AS Secure Boot. Et donc, la partie Secure Boot, en fait, n'est pas comprise dans le soft, elle est vraiment comprise dans le matériel. C'est pour ça qu'on est bien obligé de dissocier les deux. Et donc, vous allez retrouver les mêmes licences, mais cette fois-ci, licences Secure Boot, qui vont pouvoir être chargées dans un automate Secure Boot. Donc, comment ça fonctionne rapidement? L'idée, c'est quoi? C'est que vous commandez, quand on est en Secure Boot, vous commandez du hard, donc soit un ASP Secure Boot ou un ASP NL Secure Boot, et derrière, vous allez lui charger la licence que vous souhaitez, en fonction des produits connectés qui seront derrière, en fonction du nombre de modules d'entrée-sortie que vous voulez raccorder dessus, et en fonction de la présence ou non d'un enterprise server. Sachant que, bien sûr, si ça venait à évoluer ou si vous avez fait une erreur, vous avez la possibilité de charger un upgrade. Et donc, typiquement, si vous prenez une version standalone et vous mettez un upgrade pour passer en enhanced, vous n'avez pas de surcoût réellement. Vous allez payer, bien sûr, moins cher pour la partie standalone le premier coup. Et l'upgrade ça va revenir au même que si vous aviez acheté une enhanced directe. Petite précision qui a son importance, par contre, sur la partie ASP, je précise bien ASP uniquement. Le Modbus RTU fait l'objet d'une utilisation du Modbus RTU fait l'objet d'une licence. Ça, c'est à prendre en compte. Par contre, la partie Modbus IP, BACnet IP, BACnet MSTP ne fait pas l'objet de licence. Et ensuite, pour les automates, donc les automates que vous connaissez aujourd'hui, donc pour rappel, vous achetez votre automate comme aujourd'hui, c'est toujours la même référence. Et derrière, vous avez deux possibilités, soit lui charger une version, mettons 3.2, soit lui charger une version EBO 2022 non Secure Boot, comme on l'a évoqué précédemment. Donc, de la même manière pour la partie ASP, vous le savez tous, par contre, l'ASP, lui, n'a pas de mode, dans tous les cas. Pas d'évolution en tant que telle sur l'ASP. Par contre, l'ASP, lui, on n'aura pas 4 licences, mais 2 licences, une version standard et une version full. Après, toujours de la même manière, avec un hardware tel que vous le connaissez aujourd'hui, avec les mêmes références, ou un hardware Secure Boot. Et donc, la différence va se faire dans tous les cas, votre ASB, vous pouvez le connecter à un enterprise server. La différence entre les deux licences va se faire par rapport au nombre de produits connectés que vous allez pouvoir mettre derrière. Précision par contre, donc comme je l'ai dit juste avant, mais j'y reviens, sur l'ASB, il n'y a pas, si vous voulez utiliser le Modbus RTU, contrairement à l'ASP, il n'y a pas besoin de licence. C'est natif. Et donc, de la même manière, EBO 2022, donc vous avez les différents modèles d'ASB en 24 ou 36 points avec dérogation sans dérogation dans laquelle vous allez charger la version standard, la version full et potentiellement, vous allez pouvoir, si vous étiez en standard, vous voulez passer en full, vous avez la licence de Bred disponible pour le faire. Et idem pour la partie, on va dire, ASB non Secure Boot, donc les ASB actuels dans lesquels on charge une version 3.x ou EBO 2022. Petite précision, pour vous, éco-experts, qui avaient des migrations à réaliser. Donc, sur les migrations en soi, il n'y a pas vraiment de problème. Il faut juste prêter attention à deux cas. Est-ce que je vais avoir du Sigma sur mon site, parce qu'on a encore de nombreux sites équipés de Sigma, ou est-ce que je vais avoir un report server d'installer? Pourquoi? Parce qu'avec EBO 2022, on ne supporte plus le Sigma et on ne supporte plus le report server. Alors pour le report server, c'est un peu moins embêtant parce qu'on a des possibilités de convertir ça en base SQL et d'intégrer ça sur la solution Timescale et PostgreSQL que je vous ai évoqué précédemment, qui devient leur standard, qui a déjà été implémenté depuis plusieurs versions. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est de stopper le support de report server et de passer sur cette solution-là.
donc timescale Postgre. Par contre, pour le sigma, là, il va falloir quand même prêter attention dans le sens où, dans la mesure où ce n'est plus supporté avec EBO 2022, partons de l'exemple, typiquement, vous êtes sur une solution donc en EBO 2.1 par exemple, donc en version 2, en version 1.x, version 2.x, le multiversionning n'est pas accepté, donc toutes les composantes d'EBO sont en version 2.1. Et à savoir que donc dans l'exemple suivant, vous avez un micronet qui est raccordé sur un ASP. Vous avez des SmartX contrôleurs type MPC qui sont sous l'AS, sous un AS. Vous avez le Sigma qui remonte directement sur l'enterprise server. Et puis après, vous avez d'autres SmartX contrôleurs qui sont sous l'ASB. Donc, ce qu'il faut retenir, version inférieure à 3.x, le multiversionning n'est pas accepté. L'ASP-NL, donc comme on va le voir, est pris en charge l'ASP est pris en charge à partir de la version 1.7. L'Automation Server, le premier qui était sorti, lui, est accepté jusqu'à la version 3.1.2 uniquement. Et l'ASP-NL, lui, est, on va dire, accepté sur EBO à partir de la version 3.2.1. Ce qui nous donne le mix suivant. Donc, pour rappel, Sigma, on ne peut pas aller en EBO 2022, sinon on ne sera pas reconnu. Donc, en gros, le plus haut qu'on puisse aller, c'est en version 3.2.1. Donc, on peut garder l'entreprise serveur dans cette version. Derrière, l'Automation Server, ça c'est l'initial, le premier qui était sorti. Il ne peut pas aller plus loin que la 3.1.2. Donc, on va le mettre dans cette version. Mais vu qu'on est en version 3, on peut accepter le multiversionning. Donc, on peut avoir différentes versions de version 3 sur le même site. Et puis derrière, eh ben on va passer l'ASP en version 3.2.1 pour remonter le micronet. On va rajouter un ASP-NL sur cette même version pour remonter des RPC, par exemple. Et puis voilà, l'ASB va pouvoir passer en 3.2.1. Donc voilà, seul point d'attention pour la partie migration, c'est vraiment est-ce que j'ai du Sigma ou est-ce que j'ai du Report Server. Le Report Server, on peut se débrouiller avec timescale Postgre. Pour le Sigma, on est limité. En tout cas, si le Sigma doit être conservé, on est limité à la version 3.2. Autre cas, par contre, un cas un peu plus standard, je n'ai pas de Sigma, j'ai juste des automation servers, des SmartX controllers, etc. Même potentiellement un micronet ici. Ben, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va basculer Enterprise Server en version OBO 2022. L'AS, de toute façon, le premier AS, il est limité à la version 3.1.2, on n'a pas le choix. L'ASP qui remonte le micronet, vu que c'est du micronet, pareil, enfin, ça fait partie de la gamme Satchwell pas reconnu avec EBO 2022, on va laisser l'ASP en version 3.2.1. Et par contre, derrière, les autres, on va pouvoir, le nouvel automate, on va le mettre en Secure Boot, bien sûr, 2022, et l'ASB qui est en 3.2, en 2.1, pardon, on va le passer en EBO 2022, puisque tous les équipements derrière le tournent. Voilà, vous avez un petit peu tous les cas pratiques que vous pouvez retrouver dans une migration qui sont résumés au sein de ces deux principaux cas. Concernant la partie IHM, vous avez toujours la DV3, on est bien d'accord. Et puis là, je vais demander, Gilles, tu m'entends? Est-ce que tu es là, Gilles? Petit problème avec Gilles. Juste un petit instant. Donc, j'aurais aimé que Gilles vous présente le nouvel écran. Le nouvel écran, on va dire entrée de gamme. Et contrairement à la DV3 que vous connaissez, que vous avez vu précédemment, qui, elle, est l'équivalent, on va dire, d'un support Android et qui va directement taper les pages web qui sont dans l'automate ou dans l'entreprise serveur. Là, avec cet IHM, vous pouvez remonter les informations mais de manière un peu plus simplifiée. Donc, en mode tableau, pour les différentes données, où vous avez accès, par contre, vous pouvez modifier le plan horaire, assurer la gestion des alarmes, que ce soit pour l'équipement ou la visualisation. Et également, on va afficher des trend logs si besoin. Allô, bonjour. Désolé, gros problème avec Cisco. Oui, Julien a parfaitement décrit le nouvel écran. C'est un écran. L'intérêt de cet écran là, c'est pour pouvoir faire des petits sites. Entre autres, par exemple, les connecter avec des MPC, des RPC ou même des AS ou des ASB. Ça permet d'avoir un écran simple en 7 pouces. Et c'est un écran qui ressemble un peu à l'OP que faisait du Zenta.
Donc, c'est tout à fait dans le même système. Les archivages, pour l'instant, ils ne sont pas encore actifs. On est en train de les développer. Par contre, vous avez tous les systèmes de création de menus. Donc, je crois que Pascal, il fera un petit élément là-dessus. Il vous montrera comment on le configure au niveau du système. Mais vous avez déjà des petits films déjà de créés avec toutes les datasheets et les documentations permettant de pouvoir avoir les éléments concernant ce petit écran. Donc, c'est un écran qui peut permettre d'attaquer, enfin, c'est ce qu'on nous demandait depuis déjà de nombreuses années, le petit écran qui permet d'attaquer les petits sites avec un petit contrôleur. Et donc, on va regarder après, dans quelques mois, c'est la possibilité de faire un contrôleur paramétrable avec le même écran. Et ça permettrait de faire un système un peu comme le Synco de Siemens, où vous auriez un régulateur paramétrable et puis un régulateur programmable. Et donc, ça permettrait d'avoir deux types de produits qui pourraient être intéressants pour les petits marchés du mid-market. Parfait. C'est une bonne nouvelle aussi. Ça va un peu dans le sens de ce qu'on vous expliquait avant, à savoir que compte tenu du fameux contexte réglementaire, il va falloir adresser un grand nombre de petits bâtiments. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer la solution adaptée pour ce type de projet. Ce qui me manquait un peu jusque-là. Tout à fait. Sur les SmartX Controller, je vais passer brièvement. L'idée, c'était vraiment de balayer avec vous, comme ça, ça vous permet de vous approprier un peu la présentation. Mais normalement, après, l'idée, c'est que vous prenez les différentes pages, vous masquez les slides qui ne vous intéressent pas, ou en tout cas, dont ce n'est pas l'objet de la réunion avec votre client. Et voilà. Mais donc, l'idée, c'est de revoir un peu toutes les composantes de la solution avec les SmartX Controller, donc les MPC. On va retrouver, bien sûr, la partie IP/IO. Et puis, on a le gros package, on va dire, solution Room connectée, avec le RPC, bien sûr, la partie CRS, Inside Sensor, et on va voir d'ailleurs une ou deux petites nouveautés avec Gilles, dont celle-ci. Gilles, je te laisse la parole. Oui, donc le RPC, donc il y a l'intégration. Alors, il y a plusieurs choses au niveau du RPC. Déjà, on va sortir un nouveau RPC dans la semaine cette semaine ou la semaine prochaine. Vous recevrez une documentation avec les différentes fonctions. Alors, ce n'est pas une grosse évolution, mais c'est l'intérêt, c'est qu'il intègre le Web Services, première chose. Et par contre, on peut aussi l'intégrer sur les anciennes versions. La deuxième chose, c'est qu'on rajoute un petit peu plus de mémoire. Et puis, le troisième élément, c'est un des composants qu'on a au niveau du RPC, qu'on modifie pour avoir un peu plus de liberté dans le choix de pièces détachées et de composants électroniques, pour essayer de régler au plus vite et au mieux les problèmes de shortage qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a un RPC qui va sortir là incessamment sous peu. Et après, il y aura d'autres RPC qui vont sortir, entre autres le RPC Pro, qui va sortir après derrière, qui permettra lui d'avoir beaucoup plus de mémoire, d'augmenter le nombre de capteurs, entre autres Inside Sensor ou les capteurs de température ou les CLMF. Et puis en plus, c'est surtout la mémoire qui va augmenter, puisque ça passera de 128 mégas en RAM et puis 60 mégas en flash, et qui permettra de mettre un peu plus de programmes dans le contrôleur, parce qu'on sait que la France, alors par rapport aux autres pays, hein, mais c'est ce qu'on nous dit, en fait, la France fait des programmes assez complexes parce que nous, on sait faire des programmes et puis il faut que ça fonctionne. Voilà, donc c'est intéressant. Alors, il y a le RPC et le RPV. Le RPV, c'est un produit qu'on vend un peu moins en France, hein, c'est surtout pour tout ce qui est variable avec ventilation, mais c'est un produit aussi qui sera accessible. D'accord. La différence entre le MPV et le RPV, du coup? Ouais, pas grand-chose. C'est en fait le nom qui va changer, quoi. D'accord, ok. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, je poursuis. Donc là, bien sûr, vous avez accès aux différentes fiches d'identité, on va dire, des contrôleurs de la gamme CRS, avec le RPC, puis tout ce qui va être module d'éclairage, module de store. Et ça, c'est encore pour toi, Gilles, parce que de toute façon, on est dans la partie produits connectés. Je pense qu'il y a un joli produit qui va sortir très prochainement. Oui, tout à fait. Alors, l'Insight Sensor, là, c'est quelque chose qu'on développe depuis un certain temps. On sait qu'il y a donc on a le détecteur, les nouvelles sondes SLA, SLP qui permettent de faire, entre autres, la détection de CO2 avec des alarmes, etc. Mais on s'aperçoit souvent que au niveau, entre autres, des salles de réunion, la SLA ou la SLP, enfin la sonde de CO2, on ne sait pas trop où la mettre.
Et puis, il y a une petite évolution qui nous a été mise en exergue, c'est pourquoi pas prendre via l'image thermique des personnes. Alors, ça a été à cause du Covid, entre autres, puisque le Covid, on nous a demandé de sortir un détecteur qui permette de savoir le nombre de personnes qu'il y avait dans les salles pour pouvoir jouer sur ce problème de virus. Et donc, fin mars, début avril, il y a un nouveau capteur qui va sortir. Il va utiliser donc le système de l'image thermique. Alors, ce n'est pas une caméra, hein. C'est vraiment de l'image thermique, c'est au niveau des fonctions chaleur. En fait, il prend une photo toutes les 2 minutes et toutes les 2 minutes, on sait exactement les personnes qu'il y a. C'est programmable via EBO. Donc là aussi, Pascal, il va vous montrer exactement comment on fait. Alors, il y a tout un système, mais c'est quand même assez simple à programmer. Et puis, il a plein d'autres petites fonctions, entre autres la température, l'hygrométrie. Alors là, dans les plafonds, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est quand vous faites des poutres pour tout ce qui est système de condensation. En fait, avec la température et l'hygrométrie, on va rechercher tout ce qui est enthalpique. Et puis, il y a aussi des éléments tels que le bruit, tels que la détection de bruit, la détection PIR, et puis également qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein d'autres choses. Tout ce qui est comptage de personnes aussi. Voilà, le comptage de personnes. Alors attention, ce système ne fait pas la détection de flux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le mettre, par exemple, en début de magasin pour compter le nombre de personnes qui passent. Parce que le système est basé sur une imagerie photo toutes les 2 minutes. Donc là, ça ne fonctionnerait pas. Mais ça permet de faire quand même le comptage de personnes en temps réel. Et puis, ça permet de faire, entre autres, aussi bien de la réaction par rapport au CO2 beaucoup plus rapidement, mais également faire de l'économie d'énergie sur la consommation d'énergie en fonction de la densité d'occupation. Et donc, on va agir proportionnellement, que ce soit sur la ventilation et puis l'ajout d'air neuf. Ouais, parce que potentiellement, on peut, dans la mesure où quand on est dans un bâtiment, le bâtiment est construit et les pièces sont dimensionnées en fonction d'un certain nombre d'occupants prévus théoriquement. L'idée, ça peut être de se dire, en fonction du nombre de personnes qui vont être comptabilisées par ce capteur, on va assurer la gestion de renouvellement d'air neuf ou non. Exactement, tout à Et fait. potentiellement, du coup, faire l'économie de cendres de CO2. Tout à fait. Alors, sonde de CO2 déjà, et puis en plus, économie sur la ventilation, sur tout ce qui est ventilation. On verra, enfin, il y a un document qui va sortir sur tout ce qui est gestion d'économie d'énergie qu'on peut faire grâce aussi à ce détecteur. Donc, l'auteur d'installation, c'est à peu près entre 2,50 m et 3 mètres. Ça fait une plage de détection de 5 à 7 mètres, donc ce qui est pas mal. Et puis, l'intérêt, c'est qu'on pourra faire aussi des zones de détection configurables par des fonctions masques. Au niveau de EBO, vous verrez, il y a le système de masque. Alors, ça permet quoi? Ça permet que les détecteurs, enfin, la plage de détection ne se croise pas pour compter la personne d'un côté et puis la recompter de l'autre. Donc, ça permettra de savoir exactement le nombre de personnes qu'il y a au niveau de l'environnement. Une précision pour la température quand même, parce qu'elle est intéressante. C'est pas une thermistance typiquement qui est dans le. La température est prise par la caméra thermique. Et typiquement, elle est capable de prendre la température au niveau d'un bureau. Donc potentiellement, dans certains projets où le client ne souhaite pas donner accès aux occupants, que ce soit à l'information de température qu'on manifeste dans la pièce, ou même à la dérogation, typiquement juste avec une sonde de température tout simple, on peut se passer de sonde de température au mur et passer par le capteur pour mesurer la température de la pièce. Une petite chose aussi qui est importante, c'est que on a eu ça dans pas mal de bureaux, en fait, avec les détecteurs normaux, entre guillemets, on regarde la présence des personnes par un PIR. Le problème, c'est que vous avez dans les bureaux, les personnes ne bougent pas forcément beaucoup, même si elles écrivent, etc. Et l'intérêt là du compteur par l'image thermique, c'est qu'on va savoir que la personne bouge ou ne bouge pas. On va savoir exactement si la personne est présente dans le bureau ou pas présente dans le bureau. Et là, c'était vraiment une grosse demande qu'on avait eue, parce que cette détection de PIR, ou uniquement la détection de présence, n'était pas satisfaisant pour certains environnements. Tout à fait. Je crois que même, alors si je ne dis pas de bêtises, mais ça tu vas me le confirmer, Gilles, mais il y a plein d'autres usages, enfin plein de cas d'usage qui peuvent être développés derrière, notamment j'avais entendu parler dans le cas des EHPAD, que le capteur thermique sera capable d'identifier par exemple la position allongée
Donc, une personne typiquement qui aura un malaise et. Alors ça, c'est Ouais, pas encore, c'est pas encore fait ça. c'est Mais pas encore fait, mais voilà, ça voilà, va être on est en train de travailler sur ce genre de choses, ouais, tout à fait. très bien. En fait, le but, c'est que ce détecteur, ça puisse vraiment remplacer plusieurs sondes via tout ce qui est image thermique. Et c'est un élément qui est hyper demandé au niveau enfin, qui est hyper utilisé en industrie. Et dans le bâtiment, on l'utilisait pas trop et c'est vraiment un capteur important et intéressant pour tout ce qui est contrôle, régulation, économie d'énergie et puis comptage de personnes. Et puis savoir les problématiques qu'on peut avoir aussi au niveau d'un bâtiment. Parce que vous Très bien. saurez exactement si, si, par exemple, le bâtiment il chauffe bien, s'il y a des déperditions. On va vraiment pouvoir avoir. Le champ thermique, c'est vraiment intéressant. On peut vraiment avoir plein de fonctions qu'on ne pensait pas et qui peuvent découdre de cette fonction-là. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on fera des petites interventions régulières là, pour partager les nouvelles évolutions Tout à fait. et tous les nouveaux applicatifs. Exact. Donc, la partie sonde, tu as des choses à dire là-dessus, Gilles, sur les nouvelles, enfin sur les sondes ou pas? Il y a des Non, les nouveautés? sondes, parce que je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qui est sonde, alors il y a les sondes SLA et SLP, et puis les sondes SmartX. Les sondes SmartX, c'est celles qui se connectent directement sur le RPC. Et puis les SLA, c'est les sondes analogiques, et les SLP, c'est les sondes communicantes, que ce soit en BACnet, MSTP ou en Modbus. L'intérêt là, c'est qu'il y a une fonction qui a été bien intégrée dedans, alors, qui est les alarmes de CO2. C'est un truc qui a été demandé suite aux problématiques de Covid, avec des passages de couleurs différentes au niveau de l'écran. Alors, quand vous prenez un écran tactile, hein, bien sûr. Et ça, c'est intéressant. Les personnes, il y a une grosse demande, entre autres au niveau des écoles, au niveau des mairies, etc. Donc, à la limite, vous pouvez le contrôleur, le détecteur, type SLA ou SLP, vous n'êtes pas obligé de le connecter à comment s'appelle, un contrôleur. Vous pouvez le mettre directement en frontal d'armoire ou frontal sur un système comment s'appelle, au niveau d'un bureau. Et vous allez voir la détection de CO2 qui va passer. Et c'est vraiment intéressant. J'ai fait ça hier. J'ai invité des gens et puis on avait vraiment vu cette évolution. Et, on aérait quand on commençait à voir le CO2 qui était en rouge, quoi. Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal et c'est vraiment demandé. Ouais, c'est pas, bah ouais, pour tout ce qui est école, etc. Souvent, il n'y a pas de système Exact. de ventilation spécifique. Donc, s'il n'y a pas Exactement. de voyeur dans la classe, en gros, on nous donne la. Tout à fait. Donc c'est une bonne chose. Il y aura des petites évolutions au niveau du Zigbee, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça va être optimisé avec la version 3.2. Ouais, tout à fait. Puis il y a des deux petits modules, là, Zigbee 010, Zigbee Dali. Oui, Donc ça, c'est pas mal, c'est que quand vous ne pouvez pas passer des câbles et que vous devez attaquer du 010 ou du DALI, il y a ces deux petits modules là. Alors ils sont sortis, je ne sais pas si je l'ai déjà activé, mais ils sont sortis. Bon, je crois qu'on fait des tests, enfin il y a des tests qui vont être faits avec Pascal pour voir un peu s'il n'y a pas de souci. Mais ils peuvent être intéressants pour certaines applications. pour tout ce qui va être rénovation. Hein. Ouais, exactement. Et justement, pour être, on va dire, compliant avec la fameuse EN 15232 qui est rattachée à l'Equibox, Tout à fait. ça peut être une belle opportunité. Je vous ai parlé de la solution Engage, donc ça, c'est l'applicatif, on va dire, de base disponible sur iOS ou Android, téléchargeable gratuitement. Et puis, bien sûr, il y a la partie Engage Enterprise, où là, je vous invite à nous contacter si vous avez besoin. L'idée, c'est bien sûr d'identifier tous les services qui souhaiteraient être retenus par le client. Vous trouverez d'ailleurs sur Internet une vidéo assez intéressante, puisqu'on a mis ça en place sur le siège de Ricard, Oui, carrément. Paul Ricard. Et donc, avec différentes interviews, on vous explique un petit peu l'ensemble des services qui ont été mis à disposition du client. C'est cette partie encore, il y a une évolution sur le. Ouais, alors, donc là, c'est une super, c'est un produit qui va être sympathique, mais il ne sort pas tout de suite, hein. Donc, il va sortir en Q4, je crois, 2023. Mais on est en train de travailler dessus. Alors là, ça permettra, vous savez qu'il y avait le SE, bon, sans arrêt, il y avait eu de la critique, ça ressemblait pas à un télé, enfin, dans les systèmes d'innovation. Et là, ce Room Controller, là, c'est le suivi du SE 8000, mais il va être un peu en design comme un téléphone portable, en fait. Donc, vous allez pouvoir le mettre horizontalement, verticalement, etc. Ça va être beaucoup plus intéressant au niveau de changement, par exemple, de consignes, etc. C'est comme vous voyez l'image. Donc, on est en train de travailler dessus. Là, la programmation, enfin, il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais on continue à travailler dessus. Et par contre, il ne sortira pas encore, pas tout de suite. Ok. C'est pour vous montrer un peu Ça les serait plus évolutions. pour
pour des solutions dédiées hôtels ou alors Hôtel, ouais, puis appartement, on va essayer surtout aussi d'attaquer tout ce qui est appartement quand ils demandent des sondes. Parce que là, ça permettra de se connecter. Et par exemple, on pourra aussi avoir le Wi-Fi intégré sur le système. Entre autres, par exemple, dans les hôtels de luxe, entre guillemets, les Ouais. personnes veulent mettre à distance leur système en route et à travers le Wi-Fi, ils pourront se connecter et puis mettre les valeurs qu'ils veulent. Très bien. Mais c'est Q4 2023. Les TC, TC. ouais, TC 900, alors là, vous avez plusieurs. Hein. C'est un élément qu'on utilise de plus en plus là, dans les hôtels. Alors, je ne sais pas s'il y a un truc sur les hôtels, mais le TC 900, en fait, on le connecte, on fait beaucoup maintenant avec le RPC. On connecte le TC 900 en mode bus sur le RPC parce que le RPC communique en mode bus. Alors, en mode bus pour certains produits, hein, on ne peut encore pas mettre les compteurs. Il n'est pas en 64 bits. Donc, on peut mettre les TC 900, on a le RPC. Après, derrière le RPC, on peut mettre, il y a les modules relais, entre autres, un module relais ou des modules DALI, etc. Et là, on a beaucoup d'intérêt à le mettre avec le RPC pour les hôtels. OK. Je vais reprendre la main, Gilles. Avec plaisir. Vas-y, Mouba. Merci. L'idée, c'est de balayer aussi avec vous toute la partie logicielle, puisque c'est le gros de BO 2022. On a vu, on va dire, la partie évolution d'Automation Server. On a vu tout ce qui était plus propre à l'interopérabilité avec le BACnet Secure et là, c'est notamment cybersécurité aussi. Et donc là, l'idée, c'est de rebalayer, de présenter un peu aux clients l'intérêt notamment de l'entreprise centrale ou de l'entreprise serveur. On l'a vu pour la partie, notamment la partie résilience. Bien sûr, proposer un point unique de connexion en fonctionnement nominal, mais proposer aussi de sauvegarde complète, automatique et quotidienne de l'ensemble de la solution d'automatisme. Si évolution, alors c'est pas pour tout de suite, mais ça va être pour Q2, c'est la possibilité de proposer à vos clients ce qu'on va appeler une mise à niveau simplifiée, l'assurance logicielle. L'assurance logicielle, c'est quoi? C'est de proposer à un client un système d'abonnement qui va lui permettre quelque part d'amortir son investissement pour les mises à jour logicielles, qui fait que quand il y aura une nouvelle release majeure, il pourra en bénéficier automatiquement. Et ce qui fait que donc, ce sera sur 3 types d'abonnements. 1, 3, 5, oui, si je ne dis pas de bêtises, 1 an, 3 ans, 5 ans. Et donc, ça lui permettra de bénéficier d'une remise de l'ordre de 16 à 20% par rapport à s'il avait juste acheté une licence de migration à l'instant T, comme c'est le cas jusqu'à présent. Voilà. Donc, on reviendra, il y aura une présentation spécifique sur le sujet qui sera réalisée dès que cette fonctionnalité sera totalement opérationnelle. Concernant les outils d'intégration, alors si on a eu, alors vous connaissez tous le fameux Manta. Enfin, Manta, c'était donc l'outil de programmation, vraiment pour faire du programme, qui était issu de la solution TAC Vista. Et donc, une solution qui fonctionnait bien, mais qui avait un petit côté vieillot aujourd'hui avec ce fameux jaune. Voilà. Et donc, il nous avait été demandé, donc ce n'est pas tant pour les gens qui avaient l'habitude de programmer avec, mais c'est plutôt pour donc les partenaires qui forcément renouvellent un peu aussi leurs équipes, embauchent des jeunes, et c'est vrai que l'interface n'était pas forcément très attractive. Et donc, on a procédé avec EBO 2022 à une refonte. Et donc, vous allez avoir ce type de représentation graphique que vous voyez affiché. Alors, les traits, bon, c'est très joli, arrondi, les curves, etc. Vous avez la possibilité de garder le système, on va dire, rectiligne, qui était disponible avec le Manta. Vous choisissez, vous avez toujours la possibilité de programmer avec le Manta si vous le souhaitez. Et bien sûr, vous avez également le système de programmation en script. Donc maintenant, vous n'avez plus que le Manta et le script, mais vous avez également ce nouvel outil de programmation qui va être intéressant puisqu'on sera encore plus dans une notion d'objet et donc déjà des fonctionnalités inhérentes au bloc fonction qui vous seront proposées. Donc, ça va bien sûr faire l'objet d'une présentation spécifique par les équipes de Pascal. Mais voilà, ça fait quelques temps qu'on nous demandait de faire évoluer cet outil de programmation. Et puis derrière, bien sûr, vous avez toujours les outils à disposition, l'AET, pour, on va dire, faire tout ce qui va être développement de solutions répétitives sur un projet. La partie outils de configuration PCT, donc qui est
la plateforme digitale virtuelle qui va permettre de créer votre installation virtuellement pour la charger ensuite, qui va permettre aussi de mettre en place un espace collaboratif potentiellement. C'est intéressant. Ce qui fait que du coup, on n'a plus besoin d'avoir son AS connecté, etc. On programme sur un ES. Là, c'est vraiment une machine virtuelle sur laquelle on va mettre un ES avec des AS, on va tout développer dedans. Et puis le jour J, on pourra charger la solution sur les installations physiques. Et puis des outils de commissioning propres à la solution CRS, RPC, qui permettent d'extraire les données d'un plan AutoCAD pour aller faire le nommage des RPC, qui peut être extrêmement chronophage et source d'erreur. On va retrouver aussi des améliorations, notamment sur toute la partie programme horaire, pour permettre de modifier les programmes horaires en masse. C'est une demande qui avait été faite, parce que c'est vrai que sur des projets, on se retrouve à avoir une cinquantaine de programmes horaires et les modifier un par un. Ça peut être un peu long et fastidieux. Là, l'idée, c'est de pouvoir justement avoir la possibilité d'être plus efficace encore. Des optimisations au niveau des alarmes également. Donc ça, tout ça vous sera présenté de manière graphique. C'est un peu dur de vous présenter ça sur une slide. Mais voilà. Et puis sur tout ce qui va être, comme on l'a vu, toute la partie widget dashboard. Là également, on va vous proposer un petit module. Il y avait déjà eu un module de présenté, un module technique de présenté par Pascal, avec la partie, avec cet outil dashboard et des différents widgets associés. Et là, l'idée, c'est de vous représenter, faire une présentation. Donc, vous présentez les nouveaux widgets, bien sûr, et puis vous présentez aussi des KPI adaptés à différents segments. Donc, typiquement, sur un hôtel, sur un bâtiment tertiaire, etc., on ne va pas retenir forcément les mêmes, c'est pas les mêmes indicateurs qui sont pertinents pour l'exploitation. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer un petit catalogue, on va dire, de dashboard, de KPI, pour que vous puissiez les implémenter facilement chez vos clients, peu importe le segment retenu. Donc ça en lien avec ce que je vous disais par rapport à la fonctionnalité des dashboards et tous les nouveaux widgets qui sont associés, également des nouveaux outils de modélisation de la donnée en temps réel, par exemple, avec les différences d'ordonnées qui peuvent être retenues, etc., etc. L'idée, c'est vraiment d'en faire un outil qui soit plus seulement à destination des facility managers. Et puis même chez les facility managers, on s'aperçoit que finalement, tout le monde n'a pas dans leurs équipes. Il y a des gens qui sont très manuels, qui n'ont pas forcément une appétence particulière pour le digital, pour autant qui ont besoin de ces outils. Mais si on reste sur une approche traditionnelle, telle qu'on avait l'habitude de le faire, en rentrant tout de suite dans les équipements, dans le détail des équipements, des vues de réglage, etc., etc., on avait tendance à perdre ces gens-là. Donc, l'idée, c'est de garder ces vues-là traditionnelles qui vont servir pour des équipes un peu plus pointues sur le digital. Et puis, par contre, d'avoir une approche un peu plus synthétique au premier abord, que ce soit d'ailleurs pour une certaine population de facility managers, mais également pour les clients finaux, pour qu'ils puissent avoir accès, tout de suite avoir à travers des dashboards pertinents, avoir une vision synthétique et pertinente de leur activité, de comment fonctionne mon bâtiment, le nombre d'alarmes traitées par rapport au nombre d'alarmes totales, ce genre de choses qui leur permettent aussi de benchmarker, pourquoi pas, leurs équipes de maintenance. Au niveau des tendances et rapports, donc on l'a vu, le report server va être supprimé. On passe avec donc tout sur Timescale Postgre. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les prochaines évolutions de BO, on va enrichir la partie reporting pour les petits bâtiments notamment, parce que Postgre Timescale, c'est bien quand il y a un gros volume de données, quand même, un volume conséquent de données. Là, aujourd'hui, vous avez déjà des premiers outils, mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de proposer typiquement des exports automatiques sous Excel de tableaux de données facilement, sans forcément passer par l'outil Postgre Timescale. Voilà l'idée. Donc ça, ce sera livré avec la prochaine release, avec éventuellement même on y travaille sur l'implémentation d'une brique inhérente à EBO sur la partie monitoring énergétique. Des évolutions sur la partie vue d'alarme, synthèse d'alarme, etc. Concernant la partie zoning, donc la partie zoning avait été implémentée avec la 3.2, l'outil de rezoning. Là, ce qui a été rajouté, c'est la possibilité de faire du rezoning automatique en fonction d'une condition. Je m'explique.
On va prendre l'exemple, par exemple, d'une salle de conférence, une salle de conférence où j'ai un mur rideau au milieu qui permet de la rendre sécable et donc de la transformer en deux salles de conférence. Ben, on pourrait imaginer qu'on est en fin de course au niveau du mur rideau, ou ce soit sur un programme horaire, ou via carrément un petit bouton sur la supervision. L'idée, ce serait de se dire que dès que je passe en sécable, je recloisonne automatiquement mon environnement et je me retrouve bien avec deux zones de régulation distinctes et je n'ai pas besoin, moi, d'intervenir manuellement pour le faire. Donc, voilà l'idée. La partie brique sémantique, donc ça fait partie de c'est un petit rappel, mais ça fait partie de la couche logicielle, effectivement, mais qu'on a vu plus en détail au début de la présentation et qui fera l'objet également d'une présentation technique auprès de vos équipes par l'équipe de Pascal. Petit rappel aussi, on l'a vu tout à l'heure, je vous expliquais que notre solution EBO était tout à fait adaptée aux environnements industriels, y compris, alors surtout pour la partie utilities, hein. Et je tiens à rappeler quand même que depuis la version 3.2, on a ce qu'on appelle le Compliance Pack, c'est-à-dire que pour les industries réglementées, que ce soit issues du milieu pharmaceutique ou agroalimentaire, qui ont besoin d'émettre des rapports certifiés numériquement, donc non falsifiés, ce qui était difficile jusque-là avec une GTB où on fait des extractions, etc., mais on a toujours la possibilité de modifier les données. Là, avec le Compliance Pack, qui est compliant avec le CFR 21 part 11 de la FDA, qui est donc l'organisme de régulation américain qui est chargé de surveiller tout ça, on peut émettre des rapports certifiés, signés numériquement. Ça fait l'objet d'une licence, bien sûr, mais du coup, c'est tout à fait adapté et c'est d'ailleurs prévu pour ces environnements industriels, type pharmaceutique ou agroalimentaire. Donc, c'est un point important aussi à souligner. Et puis enfin, pour rappel, vous avez toujours accès aux outils digitaux, que ce soit le configurateur CCTP qui va être revu très prochainement en intégrant toutes les nouveautés de BO 2022. Toute la partie également schéma AutoCAD d'entrée-sortie. Vous allez retrouver des images pour représentation, vous allez retrouver les icônes pour vos architectures, une base Visio aussi pour ceux qui travaillent les architectures sous Visio, avec les principales composants de la solution, des accès à la certification EUBAC, et puis bien sûr la partie applicative, que ce soit e-commission, donc pour la partie commissionnement de RPC, ou Building Engage, qui est plus à destination des utilisateurs. Des accès également aux vidéos, vidéos promotionnelles, électrique sur la solution EcoStruxure Building Operation. Et d'autres vidéos, pareil, auxquelles vous aurez accès. Voilà, donc écoutez, pour la présentation, nouveauté EcoStruxure Building Operation 2022, c'en est fini. L'idée maintenant, c'est de balayer avec vous les différentes questions que j'aurais pu avoir, en espérant que j'aurai le temps de répondre à toutes. Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, comme je l'ai dit en début de présentation, on reviendra vers vous et on vous renverra les différentes questions-réponses par email. Du coup, Fatia. Alors, un petit instant. Alors, il y a une question. Pourrons-nous échanger sur le SAML? Comment procéder avec les informaticiens? Oui, ça fait l'objet d'une licence et ça va vous être présenté avec les équipes de Pascal Jouot, au même titre que l'Active Directory. Donc, effectivement, il faut que vous soyez en lien avec les DSI de vos clients, puisqu'il y aura une notion d'Active Directory, je le rappelle, pour accéder à leur répertoire de collaborateurs, et SAML qui va intégrer cette fonctionnalité d'authentification unique. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer comme ça, mais voilà. Par contre, ça fait l'objet d'une licence, bien sûr. Je vais vous dire d'autres, et non, oui, de toute façon, oui, il y aura un petit module spécifique là-dessus. On fera ça avec les équipes techniques. Ensuite, on a une autre question qui concernait la partie écran HMI. Peut-on avoir accès au programme horaire avec cet afficheur? Oui. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on essayait de vous montrer sur les photos. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On voit un peu de loin, mais c'était un programme horaire. Là, sur une des trois vues sur la slide concernée, c'est effectivement un programme horaire que vous voyez affiché. Donc, on va vous envoyer tout, je ne sais pas si on m'entend. Ouais, si. Oui, on t'entend. On va vous envoyer toute la documentation. Il y a toute une documentation qui a été faite, et entre autres sur les programmes horaires, sur toutes les fonctions qu'il y a dans ce petit HMI 7. Si je comprends bien, la seule fonctionnalité qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est la partie visualisation d'archivage.
Exact, tout à fait. Qui est en train va d'être être, finalisée. voilà, elle va être intégrée, mais elle n'est pas encore finalisée. Très bien. Et ensuite, nous avons une autre question. Le nombre de capteurs Inside Sensor maximum sur un RPC. Ça, je te laisse répondre, Gilles. Alors, là pour l'instant, c'est pas encore. Ça dépend du nombre de capteurs, enfin, de ce que vous mettez derrière. C'est un peu comme le CLMF. Quand vous avez maximum 6 éléments à connecter sur le bus et vous pouvez mettre 2 CLMF plus le reste. Au niveau d'Insight Sensor, pour l'instant, c'est 2. On est en train de regarder la possibilité de faire plus quand on sera avec le RPC Pro. Parce que vous savez, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a le RPC Advance, ce qu'on a aujourd'hui, plus celui qui sort, où il y a une modification un petit peu au niveau de la mémoire, mais le RPC Pro qui va sortir prochainement, là, vous pourrez mettre beaucoup plus comment ça s'appelle, de capteurs, et parce qu'il y aura beaucoup plus de mémoire, en fait. Parce que comme vous avez de l'image thermique et des fonctions supplémentaires, au niveau du programme, il faut quand même bien calculer ce que vous pouvez mettre, quoi. Alors, merci Gilles. Quelles sont les dates de dispo des nouvelles solutions licences EBO 2022? Alors, elles sont d'ores et déjà disponibles. Par contre, on s'excuse, on a une problématique entre nos systèmes informatiques et bases de données qui fait qu'aujourd'hui, tout est disponible, mais c'est au niveau des prix où on a encore un peu de mal à vous sortir une grille tarifaire en bonne et due forme. Donc, ça devrait arriver tout prochainement. Et donc, vous aurez accès à l'idée, c'est quand même que vous ayez quand même les bons prix pour passer vos commandes. Donc, voilà. Et tout est prêt, si vous voulez, au niveau des systèmes, si ce n'est la partie tarification. Les prix sont prêts, c'est juste un petit souci à régler au niveau des différentes bases de données du global et français. Donc, j'espère que dans moins de 10 jours, on sera bon. Une autre question, Fatia? Non, tout Non? est OK. Ouais. Ok. Juste pour vous rappeler que vous avez la possibilité de nous laisser un avis sur le webinaire, de faire des suggestions en scannant le QR code que vous avez présenté ou directement sur la plateforme WebEx. Et puis, je voulais juste vous parler, donc, bon, j'ai fait référence à plusieurs reprises lors de la présentation, mais vous allez avoir d'autres animations, alors sous différents formats, des animations commerciales réalisées par Gilles, donc là, en mode webinar, sur différents sujets. Petit rappel en gros des fonctionnalités et de l'offre 2021 versus 2022. Vous allez avoir un module spécifique de présentation sur l'opérateur display et un autre module spécifique sur l'Insight Sensor. Et donc, vous allez avoir une présentation beaucoup plus détaillée, on ira en profondeur. Et puis, enfin, des animations techniques, donc qui, elles, seront posées directement sur le PRM et puis on vous enverra le lien par mail. Donc, vous aurez plusieurs modules. Un module, on va dire, un peu général, où on verra plusieurs choses, mais sur la partie RPC, Insight Sensor et zoning programmé, comme on vous l'a présenté. Donc, ensuite, on aura un module spécifique pour le backnet Secure, un autre module spécifique sur le nouvel outil de programmation, remplaçant du Manta, que je vous ai évoqué, un module sur l'utilisation du MQTT, un autre sur la partie sémantique tagging, comment l'utiliser, les licences, etc. Et puis, vous allez avoir un module aussi sur comment réaliser une sauvegarde, enfin un transfert de base de données quand on était sur Report Server pour basculer, comme je vous l'ai dit, sur l'outil Posery Timescale. Puisque, comme on l'a vu, le Report Server n'est plus utilisable à partir de la version OBO 2022. Et puis, vous aurez également un module sur la partie dashboard, comme je l'ai évoqué, où ce sera l'occasion de voir les nouveautés, les nouveaux widgets, etc. Et ce sera également l'occasion pour vous de récupérer des exports de dashboard, on va dire, suivant, adaptés au segment d'activité de vos clients. Voilà. Eh bien, écoutez, cette présentation est terminée. Je vous remercie tous pour votre attention. Julien, juste un instant, Oui. on a une dernière question concernant le RPC Pro. Alors, la question, c'est assurera-t-il la continuité IP vers les autres RPC dans le cas où il serait défaillant? Non,
Non, c'est la fonction. Je ne suis plus sur mon ton maintenant. La fonction des doubles relais ne sera pas encore activée dans ce contrôleur. D'accord. Juste une chose, parce que dans le chat, on m'a posé la question pour les webinaires passés et futurs, où est-ce qu'on pourrait les trouver? Ils seront disponibles sur MySchneider et on vous enverra juste aussi un mail pour dès que les webinaires en replay seront disponibles. Voilà. Est-ce que ce serait possible d'ailleurs, Fatia, de leur envoyer un petit mail avec le lien pour les accès au webinaire passé? Oui, bien sûr. On a ça dedans. Très bien. Écoutez, encore merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. Merci à vous, au revoir.